Donc, une fois qu'on a vu les notions de base sur ce qu'est le pH, on va voir les différents appareils ou les différents instruments qu'on peut utiliser pour faire un test de pH. Il y a 4 possibilités. Vous les avez dans le cahier de la CEMEC à la page 51. Donc, première option, c'est le papier colorimétrique, ce qu'on appelle communément du papier pH ou du papier tournesol. Donc, c'est un papier qui réagit au pH de la solution. On fait tout simplement notre mélange terre-eau et on trempe le papier dans le mélange, dans la partie liquide évidemment. Et la couleur du papier va nous indiquer le pH de notre sol. Donc, on va sur une échelle de couleur et on vérifie à quel pH ça correspond. Les avantages de cette méthode-là, évidemment, c'est pas cher. On peut trouver du papier pH des fois même pour moins que 5 $ sur Internet. L'autre avantage, c'est que c'est très pratique sur le terrain. On n'a pas de calibration à faire. Le papier s'utilise tel quel. Les inconvénients, au niveau de la précision, évidemment, on n'a pas une lecture précise. Par contre, c'est quand même utile pour savoir est-ce qu'on a un problème de pH, puis à peu près de quelle importance le problème peut être. Donc ça, c'est pour le papier colorimétrique. Deuxième option, c'est des pH mètres qui vont directement dans le sol. Donc, l'avantage de cette méthode-là, on n'a pas à faire de mélange terre-eau. On fait tout simplement planter le pH mètre dans le sol et on l'allume et il nous donne une lecture. Donc, ça semble très intéressant. Ça a quand même ses avantages, évidemment. On n'a pas de mélange à faire, c'est beaucoup moins long, mais c'est un petit peu moins précis au niveau des lectures. La troisième option, c'est celle qu'on utilise le plus souvent. C'est les pH mètres qu'on trempe dans une solution. Donc, il en existe plein de modèles. Ça va des pH mètres vraiment pas chers à 20-25 $ et ça va jusqu'à des modèles qui coûtent plusieurs centaines de dollars. Évidemment, plus l'appareil est cher, plus il est durable et plus il est précis. Donc, l'inconvénient de cette méthode-là, c'est qu'on doit faire le mélange terre-eau et on doit le calibrer. Le papier pH, pas de calibration. Le modèle qu'on plantait directement dans le sol doit être calibré, c'est-à-dire ajusté. Et la même chose pour les autres modèles. Donc, celui qu'on met dans la solution, c'est celui qui est le plus populaire. J'en ai un modèle ici que je vais vous présenter dans quelques minutes. Et il existe aussi des appareils multifonctions qui vont faire des tests de pH et des tests de salinité. On va en parler un petit peu plus tard. C'est un petit peu comme ce modèle-là, mais avec une fonction supplémentaire. Donc, si vous êtes curieux, à la page 51, on vous décrit les différents appareils qu'on peut utiliser pour faire un test de pH. L'autre point que je voulais vous présenter, c'est à la page 56 de votre cahier de la CEMEC, où on parle de l'interprétation du pH. Donc, ce qu'on dit, à la page 56, vous avez ça dans le haut, le pHO d'un sol exerce une action sur la disponibilité des différents éléments nutritifs pour les plantes. On a déjà mentionné ça. La mesure du pHO indique si le sol a besoin d'une modification de son pH. Le pHO indique si on doit modifier le pH. Et ensuite, on dit que le pH tampon permet de calculer la quantité de chaux à ajouter. Donc, la plupart des plantes, évidemment, vont pousser dans un pH entre 6 et 7. Je vous dis un petit peu plus tôt, idéalement 6,5. Et on vous remontre ici la même grille que je vous ai présentée un petit peu plus tôt avec la disponibilité des éléments nutritifs selon le pH, où on voyait très bien que c'est autour de 6,5 que les éléments sont le plus disponibles. On donne le pH idéal pour quelques légumes et quelques petits fruits, par exemple, et dans la plupart des cas, encore une fois, on arrive avec la même conclusion que le pH idéal devrait être autour de 6,5. Maintenant, si ça vous semble un petit peu compliqué, la question du pHO et du pH tampon, je vous ramène un petit peu plus tôt dans le cahier, à la page 29, où on fait clairement la distinction entre les deux unités. Donc, ce qu'on dit, c'est dans le haut de la page 29, le pHO ou l'acidité active indique la concentration en ions hydrogène dans la solution. Autrement dit, il s'agit du pH de la solution dont la plante s'abreuve. Donc, le pHO vous dit dans quelle solution la plante trempe. Donc, si vous avez un pHO de 5,5, les racines baignent dans une solution à 5,5. Le pH tampon, par contre, lui, il mesure l'acidité de réserve. Donc, il indique la capacité du sol à résister aux variations de pH. Le pouvoir tampon d'un sol varie en fonction de son pouvoir absorbant. Autrement dit, plus il y a de charge négative, plus il résiste au changement de pH, parce que, comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt, un sol qui a beaucoup de charge négative est capable de retenir une partie de l'acidité. Donc, pHO nous donne la réalité dans laquelle la plante vit, c'est-à-dire le pH de la solution. pH tampon tient compte de l'acidité en réserve et c'est le pH tampon qu'on va devoir utiliser un petit peu plus tard quand on va vouloir calculer la quantité de chaux ajoutée au sol. En règle générale, toujours à la page 29,
En règle générale, le pouvoir tampon est élevé dans les sols qui contiennent beaucoup d'argile et d'humus. Évidemment, les sols qui ont beaucoup de charges négatives sont beaucoup plus stables en termes de pH. Et si on veut corriger le pH de ces sols-là, il va falloir mettre plus de produits parce que c'est des sols qui ont une espèce de réserve et qui résistent au changement. Un petit peu comme les autotampons, mais le pouvoir tampon, plus il est élevé, plus le sol est capable de résister au changement, plus il est capable de résister au choc, dans le fond. Alors, c'est ça pour les points qui concernent la leçon 8 sur le pH du sol.